Merci beaucoup pour votre accueil. Comme toujours, merci à la PRT, merci Dr Katif de m'avoir invité. C'est effectivement un plaisir. Je pense que je vais faire comme Marc Belaï, je vais demander la double nationalité parce que je viens souvent, même à la douane maintenant, il me dit allez c'est bon. Il pose même plus la question, il voit tous les tampons, donc ça va. Donc vraiment c'est un grand plaisir que d'être parmi vous. Alors effectivement vous avez raison, la vaccination HPV c'est une vaccination qui est très sensible, entre guillemets. Et on va aborder ça, mais ce que j'allais vous dire, ne vous découragez pas, malgré toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer. Vous allez en rencontrer. On va évoquer un petit peu tout ça. C'est un combat qui est légitime et qui est particulièrement important. Pour mieux comprendre un peu de quoi il s'agit, je vais quand même faire un rappel sur ce qu'est le papillomavirus, pour rappeler que justement, il y a des papillomavirus. Ça n'est pas qu'un papillomavirus. Ça peut toucher plusieurs, les animaux effectivement et l'être humain. Mais chez l'être humain, il y en a plus de 200 qui existent. Il y en a une centaine qui sont parfaitement décrits. Il y en a 40 qui infectent le tractus génital humain. Et on a au moins 12 qui sont à haut risque de cancer. Et vous avez cette liste à droite, c'est maintenant parfaitement clair, c'est assez stable, et c'est ça qui est intéressant de comparer d'année en année. On a cette stabilité, ce qui est vraiment aussi rassurant. Rappelez que les papillomavirus peuvent donner plusieurs types de pathologies. D'abord, les plus simples, ce sont les verrues vulgaires. Les simples verrues, quand vous sortez de la piscine, les verrues plantaires, ce sont des HPV, mais effectivement, des HPV, vous voyez le 1, le 2, le 3, etc., jusqu'à 10, c'est les verrues planes. Elles sont inesthétiques, entre guillemets, mais pas dangereuses pour la vie. Les verrues génitales sont beaucoup plus pénibles parce que justement, ça impacte la vie de tous les jours, notamment donc que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, et ça peut avoir, même si c'est rare, un impact aussi chez les tout petits avec des papillomatoses laryngées qui sont exceptionnelles mais avec des complications parfois dramatiques. Et puis bien entendu, ce dont on parle le plus, au-delà des verrues génitales, ce sont les lésions précancéreuses et les cancers anogénitaux, autant chez la femme, avec notamment le cancer de l'utérus, cancer de la vulve, vagin et anus, mais aussi chez l'homme, avec le cancer de l'anus et le cancer du pénis. Et il y a un point qui est souvent méconnu, c'est le cancer ORL, qui survient à des classes d'âge beaucoup plus avancées, notamment chez l'homme, mais aussi la femme, avec des cancers de la gorge. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, la première cause de cancer ORL chez l'homme, notamment en Europe, et dans les pays occidentaux, c'est le HPV. Ça n'est plus le tabac ni l'alcool. Donc c'est un vrai problème qu'il faut prendre en considération. Alors évidemment, ce ne sont pas tout à fait les mêmes HPV qui sont responsables. Vous voyez que les bas risques oncogènes, c'est le 6 et le 11, plutôt responsables de verrues génitales, pardon. Quant aux virus oncogènes, ce sont essentiellement le 16 et le 18 qui sont retrouvés dans plus de 70% de ces cancers. Donc vous voyez qu'on a avec une stabilité dans le temps sur les origines. C'est une infection qui touche d'abord les adolescents et les jeunes adultes. La prévalence maximale de l'infection, elle se fait avant l'âge de 25 ans. Et ensuite, ça diminue. Quand je dis prévalence, c'est-à-dire le moment de la contamination par le virus. Ensuite, on verra un peu plus tard que le moment de révélation de la maladie survient beaucoup plus tard. Mais le moment de la contamination, c'est quand on est jeune. Il faut savoir que, heureusement, lorsqu'on est contaminé par le papillomavirus, cette infection est transitoire. Elle est asymptomatique, transitoire pour un grand nombre de la population. Ce qui est rassurant, c'est ce qu'on appelle une clairance spontanée dans 70 à 90% des cas en moins d'un an. Et puis, un certain nombre d'individus ne vont pas éliminer le virus, et ce virus va commencer à s'installer, notamment, et on va prendre l'exemple du col de l'utérus, au niveau de l'épithélium génital, va donner des premières lésions néoplasiques de type 1, ce qu'on appelle les CIN1, et puis ces lésions vont progressivement et avec le temps augmenter, s'intensifier, donner ce qu'on appelle des signes 2, puis après des signes 3, qui sont des dysplasies sévères, et ces dysplasies sévères aboutissent au cancer. Et l'évolution naturelle de la maladie, quand on est infecté, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un cancer sans avoir au préalable ces différentes lésions qu'on appelle les signes 1, 2 et 3. Évidemment, lorsqu'on est au stade de signe 1, c'est une dysplasie très légère où l'impact est très modéré. Il peut y avoir une évolution spontanée vers la guérison. Par contre, les signes 2 ou 3,
il n'y a pas d'évolution spontanée vers la guérison. On sait qu'avec le temps, ça va évoluer vers le cancer. Et c'est à ce stade-là qu'on a d'abord évalué l'impact, et on y reviendra, de l'efficacité vaccinale, c'est sur ces lésions dites précancéreuses. Alors voilà comment les choses évoluent. Lorsque vous avez une contamination, vous voyez, contamination très jeune, lors des premiers rapports sexuels, vous avez d'abord une pique d'incidence qui évolue, qui concerne les verrues génitales, ici, et puis les lésions précancéreuses dont je viens de vous parler vont petit à petit intervenir, vous voyez, sur les 15, 20, 30 premières années, mais vous voyez aussi que rapidement, des lésions du cancer du col vont apparaître. Et dès l'âge de 30-35 ans, il y a des individus qui ont déjà des cancers du col de l'utérus et qui vont évoluer sur le long terme. Donc le moment où on a la médiane des cancers, vous voyez, elle est là, et quant à la médiane de la mortalité, c'est un peu plus tard. Aujourd'hui, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, la seule façon de lutter, c'était le dépistage du col, des lésions du col utérin, et notamment de ces fameuses signes 1, 2 et 3, sauf qu'il fallait que toutes les femmes fassent régulièrement ces dépistages, donc c'était répété, c'était pénible, et toutes les populations n'avaient pas forcément accès à un dépistage efficace. Et donc on arrivait à avoir une grande partie de la population qui n'avait pas eu de dépistage et qui était découverte malheureusement au stade de cancer. Et l'intérêt, je vais y arriver, voilà, excusez-moi, c'était le bouton que je cherchais, c'est la vaccination. L'intérêt du vaccin est de justement éviter toutes les lésions précancéreuses, et même si le dépistage doit être maintenu, permettez quand même d'avoir une réduction du nombre de cas avec des lésions précancéreuses, et même les femmes qui passaient à travers le filtre du dépistage pouvaient être protégées grâce à la vaccination. Donc on a démontré que le dépistage seul n'était pas suffisant, et que le plus efficace, comme d'habitude, comme dans beaucoup de domaines, c'est la vaccination. Ah, je répète, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les dépistages du cancer du col, parce que, vous allez voir, ça n'est pas 100% d'efficacité des vaccins. Mais je vais y revenir. Donc vous voyez que l'incidence de la maladie et les cancers associés au HPV dans le monde, ce sont des données qui sont somme toute récentes, entre 2018 et 2020. Vous voyez qu'essentiellement les continents qui sont touchés, c'est le continent africain, et notamment l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, mais aussi l'Amérique du Sud. Vous voyez que c'est 690 000 nouveaux cas par an, de cancer, j'entends. Les femmes représentent bien entendu la plus grande majorité de ces cancers, et le cancer du col, c'est 82% de ces cancers de la femme. 340 000 décès chiffrés en 2020, avec un risque d'arriver, si on ne fait rien, à plus de 400 000 décès annuels de cancer du col de l'utérus en 2030. Évidemment, il y a une inégalité entre le dépistage, dans le cadre du dépistage, entre les pays qui ont un niveau social et économique élevé par rapport aux pays qui sont les plus défavorisés. Il y a aussi une inégalité par rapport aux programmes vaccinaux. Évidemment, les pays les plus riches ont un programme de dépistage de meilleure qualité et un programme de vaccination qui a été mis en place depuis longtemps. Il faut voir que même par rapport au cancer du sein, dans un grand nombre de pays, le cancer de HPV est le deuxième cancer de la femme après le cancer du sein. Mais si vous regardez bien dans les pays comme l'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est, c'est même le cancer du col de l'utérus qui est devant le cancer du sein par rapport à cette incidence. Et si je regarde donc justement en Afrique, alors je pense que c'est difficile à voir de loin, mais globalement, vous voyez que le Maroc, heureusement, n'est pas un pays où l'incidence est la plus élevée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas élevée. On est à peu près entre 9 et 11 cas pour 100 000 femmes. Donc c'est une incidence qui reste malgré tout élevée et qui justifie de faire un vrai travail. Vous voyez que c'est plus de 2000 nouveaux cas de cancer du col diagnostiqués par an, c'est 1200 décès annuels, la majorité c'est le HPV 16-18, ce qui représente 80% des cancers du col. Donc on sait à qui on a affaire. Alors comment sont fabriqués les vaccins? Ça aussi c'est important de savoir. Au-delà du poids de la maladie, comment sont faits les vaccins? Les vaccins, en fait, ce sont des particules qu'on appelle les protéines L1 ou VLP1, qui sont en fait synthétisées par des levures ou des virus à qui on va faire fabriquer ces protéines L1 qui vont s'auto-agglutiner en ce qu'on appelle un capsomère. Et ces capsomères
L1 sont spécifiques d'un virus HPV. Et quand vous en avez 4, vous avez une protection contre les 4 HPV de manière très spécifique. Et on va voir que quand on en a 9, c'est sur les 9. Et donc, en fait, toutes ces molécules, capsides virales de synthèse, elles n'ont aucun matériel génétique. Donc on ne peut pas entraîner, comme ça a pu être exprimé dans des rumeurs, surtout par les antivax, de matériel génétique. Ça ne peut pas modifier quoi que ce soit au niveau du matériel génétique de l'individu, parce que ça ne contient pas le matériel génétique des papillomavirus. Ce sont uniquement des protéines, et dites des protéines de synthèse. Alors les vaccins sont des vaccins recombinants, adjuvantés, et on en a plusieurs. Comment ils fonctionnent? Quand vous avez injecté ce vaccin-là, il va y avoir une production au niveau sérique de ces particules VLP et donc ensuite d'anticorps anti-VLP1. Ces anticorps vont ensuite, par un phénomène de transsudation, traverser la muqueuse vaginale pour aller se localiser au niveau de la surface, au niveau du mucus cervical. Et ces anticorps-là vont, lorsque le virus HPV va se présenter, vont se fixer sur la particule virale pour l'empêcher de pénétrer dans la muqueuse. Donc c'est vraiment empêcher carrément la contamination. Certains peuvent empêcher la réplication à l'intérieur de la muqueuse, mais là c'est même empêcher le virus de pénétrer dans la muqueuse. Donc c'est une protection vraiment très efficace, à la fois au niveau de l'endocole, mais aussi au niveau de l'exocole, donc on voit de manière très importante. Donc il y avait plusieurs vaccins qui étaient à notre disposition. On avait un vaccin quadrivalent qui comprenait, vous avez compris, 6, 11 à destination des virus génitales, 16, 18 virus oncogènes. Il y a un vaccin bivalent qui, lui, a orientation exclusivement oncogène avec le 16-18. Et puis, dans le temps, le vaccin 9 valent est arrivé, qui comprenait les 4 premiers, et qui a été complété avec 5 autres virus. Pourquoi? Parce que l'apport de ces 5 HPV supplémentaires a permis de gagner au niveau du cancer de l'utérus jusqu'à 90% de taux de protection, au cancer de la vulve jusqu'à pareil 90%, donc un gain de 15% par rapport à ce qu'on connaissait auparavant, cancer du vagin 85%, cancer de l'anus 95%, lésions précancéreuses, ça c'est important, du col de l'utérus, c'était un gain de 30% pour avoir une protection de 80%, et l'action sur les virus génitales se maintenait par rapport au quadrivalent, parce qu'il n'y a rien de plus, de près de 90% de protection. Donc on a un vaccin aujourd'hui qui est d'une efficacité remarquable. Alors, les recommandations mondiales, elles sont très variables. Je sais qu'au Maroc, c'est comme en France, on a un calendrier vaccinal qui consiste à proposer 2 injections à 6 mois d'intervalle pour la jeune fille entre 11 et 14 ans. On pourra évoquer le garçon, puisqu'en France, maintenant, on vaccine aussi le garçon. Et au-delà de cet âge-là, au-delà des 14 ans révolus, c'est-à-dire à partir de 15 ans, lorsque c'est l'anniversaire, et au-delà de cet âge-là, c'est un programme de vaccination en 3 doses. Mais l'OMS, qui recommande la vaccination dès l'âge de 9 ans, c'est l'AMM du vaccin, peut se faire dès l'âge de 9 ans. Et ce serait intéressant d'y réfléchir. Donc, en fait, très important, et je vais vous le marquer, je vais vous le montrer après, avant les premiers rapports sexuels, avant le début de l'activité sexuelle, pour qu'on ait l'immunité la plus performante. Et c'est à cet âge-là qu'effectivement l'immunité est la meilleure. Alors, effectivement, ça a été adopté maintenant dans le monde, dans beaucoup de pays. Il y a plus de 150 pays qui ont inclus le vaccin HPV dans leur calendrier vaccinaux. Il y en a 47 qui ont inclus aussi la vaccination des garçons, et on pourra en discuter si vous voulez après. Mais dans plusieurs pays, il y a un programme de vaccination qui est un petit peu différent, et avec des négociations de prix aussi différents pour permettre une couverture vaccinale plus importante. Justement, l'OMS s'est penché sur l'intérêt d'un programme de vaccination en 1 dose simplement chez les plus jeunes et de 2 doses au-delà de 20 ans. Pourquoi? Alors je précise que chez les immunodéprimés, quels que soient les pays, c'est toujours 3 doses pour des raisons évidentes de réponse immunitaire. Alors pour vous expliquer pourquoi il faut vacciner très tôt, vous voyez que cette étude faite en Suède, qui montre que lorsque l'on vaccine avant l'âge de 17 ans, on a une efficacité qui est bien supérieure, donc c'est ce que vous voyez ici, bien supérieure sur la prévention du cancer, des lésions précancéreuses et du cancer du col. Ici, si vous vaccinez entre 17 et 30 ans, vous continuez à avoir une efficacité par rapport à ceux qui n'ont pas été vaccinés, mais vous perdez
en termes d'efficacité. Mais perdre en termes d'efficacité ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire malgré tout au-delà de cet âge-là. Là, c'est une étude danoise qui montre l'efficacité sur plus de 800 000 femmes, de l'impact en termes d'efficacité lorsque l'on vaccine avant l'âge de 17 ans, voire même de 19 ans, où on a une réduction de 86% des lésions précancéreuses du cancer du col. Précancéreuse du cancer du col, oui, c'est exactement ça. Et on perd effectivement après cet âge-là. Donc, j'insiste sur l'importance de vacciner avant les premiers rapports sexuels, même si, lors de notre discussion, on pourra y revenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire jusqu'à l'âge de 26 ans. Alors, il y a une chose qui est importante à comprendre et qui a fait qu'aussi beaucoup de médecins, beaucoup de sages-femmes, de gynécologues se sont opposés, alors même s'ils n'étaient pas tous anti-vax, en disant on n'a pas la preuve que ça protège contre les cancers du col. S'il y a une logique à ça, je vous l'ai dit, c'est l'extension vers la notion de protection du cancer du col, c'était parce qu'il y avait une action sur les lésions précancéreuses. Et je dis, on ne peut pas avoir de cancer du col si on n'a pas les lésions précancéreuses. Et on avait la capacité de démontrer qu'il y avait un impact sur les lésions précancéreuses parce que c'était beaucoup plus tôt. Et voyez que dans le temps, autant sur l'efficacité sur les condylomes, ça se calcule, en termes de mois. Sur les lésions précancéreuses, c'est en quelques années. Sur les lésions du cancer du col, c'est des décennies. C'est-à-dire qu'il fallait attendre 15, 20, 30 ans pour avoir la confirmation de la réduction du cancer du col. Or, maintenant, on les a parce qu'il y a des pays qui ont commencé à vacciner dès 2007. Et aujourd'hui, que ce soit l'Australie, le Danemark, la Suède, ils nous montrent que maintenant, ils ont une réduction du nombre de cancers du col avéré. Donc, cette polémique n'a plus d'objet. Alors, j'insiste, il y a suivant les régions dans le monde, il y a des stratégies différentes. Beaucoup de pays en Afrique ont pris le parti comme l'OMS de ne faire qu'une seule dose. Pourquoi ? En fait, parce qu'on a montré je vais y revenir un petit peu après, je me suis inversé, je suis désolé, dans la présentation des diapos, montrer que une dose était efficace par rapport à 2 ou 3, restait efficace, mais que ça permettait d'avoir, pour les pays qui ont les moins bonnes conditions économiques, d'avoir plus de population vaccinée pour le même coût. Plutôt que de faire 2 doses à une population inférieure en nombre, il valait mieux une dose, mais protéger plus de jeunes femmes. Donc il y a un objectif qui est annoncé de l'OMS, c'est éradiquer le cancer du col comme étant un problème de santé d'ici 2030. Il faut se donner des objectifs, même si ça peut être 2035, voire 2040, mais il faut se donner des objectifs, sinon on n'avance pas. Pour autant, l'OMS constate qu'effectivement, la mise en place de vaccins HPV est laborieuse. Vous voyez qu'en 2021, globalement, dans beaucoup de pays, la couverture avec 2 doses n'était que de 15%. Ce faible taux s'expliquait par plusieurs raisons. C'était que c'était des vaccins qui étaient chers, et donc pour les pays qui sont en difficulté économique, c'est pas facile à faire, qu'il pouvait y avoir des pénuries de vaccins justement réguliers, et qui donc entraînaient des difficultés d'intégration dans les programmes de vaccination, qu'il était difficile de contacter les adolescentes. Et on va y revenir parce que je pense que c'est aussi un problème, comme on a eu nous en France, mais qui est au Maroc, et qu'on est face à un problème, c'était l'hésitation vaccinale sur lequel je vais revenir, et notamment parce qu'on a une connotation de sexualisation de cette vaccination, et c'est une communication c'est une erreur et qu'on a commise notamment en France, c'est d'accoler la vaccination à la connotation sexuelle. C'est une erreur terrible. Alors autant dans les pays du nord de l'Europe, la question se pose moins que dans les pays du Sud. Là, c'est pour vous démontrer pourquoi une seule dose pouvait avoir un effet. C'est une étude qui a été faite au Kenya, qui a montré qu'une seule dose de vaccin était très efficace dans la prévention de plus de 97,5% des lésions persistantes à HPV 16 et 18. Et puis, 2 doses après 20 ans, même ça pourrait suffire en termes non seulement d'immunogénicité, c'est-à-dire de nombre de quantité d'anticorps, mais aussi de moyenne géométrique, voire même 2 doses, c'est difficile à voir sur le tableau de droite, 2 doses montraient une meilleure efficacité en moyenne géométrique que 3 doses, sauf pour un seul virus, qui est l'HPV 45. Donc, très clairement, je pense qu'on va tous arriver à faire 2 doses dans ceux qui peuvent le payer avant l'âge de 15 ans, mais ça sera 2 doses pour tout le monde jusqu'à l'âge de 26 ans. Très probablement qu'on y arrivera pour des raisons purement économiques, parce que ça marche, et atteindre des couvertures vaccinales qui soient
vaccinaux qui soient suffisants. Donc vous voyez que c'est un objectif mondial, l'OMS. Alors HPV aussi, c'est important parce que pour montrer que simplement, les hommes, vous le savez mesdames, on est beaucoup plus fragiles. Beaucoup plus fragiles. Nous sommes beaucoup moins solides que vous. Non seulement, oui, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. D'abord, on meurt plus vite, plus rapidement. On est beaucoup plus susceptible au virus. On a une immunité naturelle qui est beaucoup plus faible et on peut être contaminé toute notre vie. Donc on est beaucoup plus à risque au total que les femmes. Et ce sont aussi les hommes qui contaminent les femmes. Et donc l'important, je vous le dis, il va falloir songer aussi dans votre réflexion, dans la lutte pour la protection des femmes, parce que ce sont elles qui meurent beaucoup plus, clairement, vous l'avez compris, mais de vacciner aussi les garçons. Aujourd'hui, on a un recul tel que, en termes de tolérance, on sait, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, plus de 270 millions de doses qui ont été distribuées dans le monde, et on n'a aucun événement indésirable préoccupant qui est apparu. Et vous voyez même dans les bases de pharmacovigilance où, comme en Australie, ils ont regardé plus de 4 millions, plus de 9 millions de doses distribuées. Il y avait 4000 événements, dont 90% étaient considérés comme non graves. Donc c'est pas un problème de tolérance, la vaccination HPV. Alors oui, par contre, quand on vaccine les ados, il faut faire attention, comme avec n'importe quel vaccin. C'est clair, il y a une recrudescence du nombre de cas de malaise, et quelquefois même avant l'injection. L'adolescent et l'adolescente, du fait d'un malaise vagal, peut faire un malaise. Donc, il peut tomber et se cogner la tête, se faire mal. Donc, soyez prudents au moment où vous injectez. Il faut aussi tenir un discours qui soit peu stressant, une atmosphère qui soit rassurante, etc. Ne pas répéter ça va pas te faire mal. L'adolescente va retenir que mal. Dire tout va bien se passer. C'est mieux que ne t'inquiète pas. Quand vous dites ne t'inquiète pas, on retient qu'inquiète. Voilà. Donc, il y a un discours qu'il faut adapter, ça s'apprend. On a des tas de mesures sur lesquelles on peut revenir qui peuvent éviter ce genre de choses. Ensuite, il y a un certain nombre de défis qui sont identifiés. Et voilà, les 4 grands défis, le manque d'information, la sensibilisation, les tabous, le coût financier, évidemment, et puis la disponibilité. Et on va y revenir. Pour vous montrer simplement qu'il a été parfaitement décrit, notamment en France, que dans les points qui font que la vaccination peut être mal acceptée ou mal comprise, c'est d'abord un problème de connaissance, mais à la fois du grand public et des soignants. Très clair, il y a une carence sur la maladie, sur la connaissance de la maladie, mais aussi du vaccin. Et donc, à partir du moment où on ne sait pas, vous savez bien qu'on est dans le mystique, on invente des tas de choses. Ensuite, effectivement, la peur de la douleur au moment de l'injection, les parents qui se préoccupent parce qu'ils ont aussi, on va y revenir, des tabous là-dessus. Et là, ce qui a été un gros problème, notamment en France, c'est le problème du consentement et du processus de consentement où il fallait l'accord des 2 parents. Si vous voulez bloquer un système, il faut qu'il y ait un consentement écrit des 2 parents. Du coup, vous n'arrivez jamais à le faire. Vous savez qu'on a mis en place la vaccination en milieu scolaire et ça a été un obstacle très clair. Alors l'OMS a travaillé depuis longtemps, ça fait 10 ans, sur les facteurs, je ne pourrais pas m'étendre là-dessus, les facteurs d'hésitation, pour comprendre qu'effectivement, c'est un processus qui évolue dans le temps, entre l'acceptabilité et le refus ou l'inverse. Il y a un cheminement, ce cheminement, il est propre à chaque individu, lié à beaucoup de choses, la culture, la compréhension de ce qu'est la maladie, le vaccin, etc. Et ça justifie énormément d'explications, et il y a beaucoup d'influence. Donc, ne pas penser qu'un individu qui est face à vous, qui vous dit « je ne veux pas ce vaccin-là », c'est un anti-vax. Pas du tout. C'est souvent quelqu'un qui a peur. Et s'il a peur, il faut le rassurer. Et pour rassurer, il faut expliquer. Mais il y a quand même des choses qui sont, vous voyez, connues sur la confiance dans le système de santé, la confiance, bien sûr, dans le vaccin, mais la confiance dans vous, médecins prescripteurs. Les gens qui viennent vous voir, ils viennent vous voir parce qu'ils ont confiance en vous. Si vous leur dites « oui, tu dois faire ça, oui, il faut le faire », ils vous suivent. Toutes les études montrent que clairement, le médecin est à la base de la compréhension et du suivi de la vaccination. Et encore faut-il que les gens ne se disent pas, on en a quelques-uns d'intellectuels, les bobos, comme on les appelle chez nous, qui se disent oh, « qu'est-ce que c'est cette maladie ?» Ça n'est rien. Ça n'est pas un problème de santé publique. On a des médecins hommes qui ont dit en France, le cancer du col de l'utérus n'est pas un problème de santé publique. C'est un mec qui dit ça, c'est pas une femme, évidemment. Je lui souhaite pas de faire un cancer de la gorge, mais quand même un petit peu.
C'est pas bien, il faut pas dire du mal des gens, mais rappelez, comme il y en a qui étaient contre le vaccin Covid et qui sont morts du Covid. Donc la commodité, ça c'est un point important, d'avoir un accès facile au vaccin. Alors je me suis renseigné sur ce qui s'était passé sur la compréhension au Maroc. Il y a des études qui ont été faites récemment qui montraient que dans des universités, donc des jeunes femmes qui avaient un niveau de culture et de connaissances qui était élaboré, plus de 1000 étudiantes, 6 universités marocaines, 14% des jeunes femmes marocaines à l'époque connaissaient le HPV, ce qui veut dire que 85% pratiquement ne savaient pas ce que c'était. 7,8% seulement étaient au courant qu'il y avait un vaccin. Moins d'1% étaient vaccinés. Plus de 67% par contre étaient disposés à avoir le vaccin quand on leur a expliqué de quoi il s'agissait. Et vous voyez que dans une université à Agadir, sur pratiquement 500 étudiants, 80% étaient conscients du cancer du col. Donc il y avait quand même une irrégularité entre les facultés, mais beaucoup étaient spécialisés en biologie. C'est parmi ceux qui n'étaient pas spécialisés, il y avait une méconnaissance complète de ce qu'est la maladie. Donc simplement 10% avaient entendu parler du HPV. Donc il y a un vrai problème de communication pour les étudiants, mais aussi pour leurs parents. Et là, c'est une étude d'ici, Marrakech, de 2018 auprès des parents de filles âgées de 8 à 15 ans, qui étaient suivis pour plein de pathologies, 80 questionnaires sur le cancer du col. Et c'était considéré comme fréquent et c'était pas mal, 58% des parents. J'ai été agréablement surpris par le résultat. Simplement, seuls 5% connaissaient l'existence du vaccin contre le papillomavirus, et leur seule source d'information, c'était les médias. C'était les médias. Aucune fille n'était vaccinée contre le papillomavirus, c'est normal, ça n'était pas encore dans votre plan de vaccination. 63% des parents voulaient bien vacciner leurs filles, et le taux a augmenté à 82% quand on leur a expliqué. Donc on voit que ça marche. Et parmi ceux qui refusaient le vaccin, c'était essentiellement les papas. C'était essentiellement les papas qui refusaient, surtout s'ils avaient un niveau social, économique et culturel qui était moyen. Ils ignoraient le virus et le vaccin dans 91% des cas. Donc il y avait un défaut d'information. Très clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est un journal qui s'appelle L'Économiste au Maroc qui montre bien que dans les freins, il y a les tabous culturels et les rumeurs. Tabous culturels, dans de nombreuses familles évoquer la vaccination HPV, ça revient à aborder indirectement le sujet de la sexualité. Et ça, c'est un sujet hautement sensible. C'est très compliqué. Et puis ça nourrit effectivement la situation, ça nourrit des croyances erronées, le fait que si je vaccine ma fille, tout de suite elle va pouvoir aller avoir des rapports sexuels. Ça paraît fou, mais c'est comme ça, et il n'y a pas qu'au Maroc. Je ne vais pas vous rassurer malheureusement en disant ça, ça s'est vu dans tous les pays méditerranéens. Les réseaux sociaux ont un rôle très important d'amplificateur des fausses informations. Donc, il y a même sur la stérilité, on a accusé le vaccin papillomavirus d'entraîner des stérilités. Donc, il y a des stratégies de communication sur l'importance de la prévention du cancer. On parle de prévention d'un cancer. C'est pas la peine de parler de sexualité, ça n'est pas le sujet. Ça se transmet sous cette manière-là, mais ça n'est pas au moment où on aborde la jeune fille ou le jeune garçon qu'on va parler de sexualité. C'est pas le moment, on est tous d'accord là-dessus. On aura le temps d'en parler beaucoup plus tard. Là, il faut les protéger pour plus tard. Quand vous faites le vaccin contre l'hépatite B, même si c'est la transmission sexuelle, c'est pour dans plus tard, dans 15, 20, 30 ans. Mais il faut le faire maintenant, parce que c'est maintenant qu'on les protège le plus. Et il y a des figures qui sont respectées. Il faut les chercher, ça peut être le médecin, ça peut être l'imam, ça peut être des tas de gens, il y a des influenceurs qui ont un effet positif. Il faut aller rechercher ces figures qui sont positives pour les adolescents et qui ont un impact très clair dans le discours. Alors il y a plein de solutions, je vais passer assez vite, sur des supports de communication, il faut y travailler, les témoignages positifs, j'en ai dit 2 mots, organiser des sessions d'information professionnelles, mais grand public, voire même en même temps. En même temps, parce que je sais qu'il y a des collègues qui ne connaissent pas mieux le papillomavirus, ni le vaccin papillomavirus que le grand public. Il ne faut pas avoir honte de ça. J'ai pas de honte de dire je ne sais pas, mais je vais aller m'informer et je vais aller apprendre ce que c'est. Et évidemment, il faut qu'il y ait le soutien des autorités sanitaires. Ça, je vais passer assez vite. C'est juste pour montrer le travail de l'OMS, la matrice des déterminants. Il y a plein de choses sur l'hésitation vaccinale et c'est clair que c'est très compliqué. Mais il y en a un qui est là, qui est très important, c'est celui-ci. C'est que une grande partie des freins est liée au fait que le professionnel de santé lui-même est hésitant. L'hésitation vient d'abord de nous.
La disponibilité, j'en ai parlé avec toi, Mohamed, là, aujourd'hui, c'est les centres de vaccination qui ont l'exclusivité, entre guillemets. Il y a un système qui est bien organisé, avec le respect de la chaîne de froid, il n'y a aucun problème là-dessus, mais la disponibilité ne se fait que dans quelques centres. Et là, ça devient compliqué pour donner l'information, pour accéder au vaccin, et donc pour pouvoir réaliser tout ça. Et donc, en restant sur ce côté trop restrictif, et ne pas augmenter ce qu'on appelle l'assiette des vaccinateurs, eh ben ça réduit la capacité d'avoir des couvertures vaccinales très élevées. Il y a un coût financier qui n'est pas négligeable si les gens veulent se faire vacciner en dehors de centres de santé, mais c'est un autre problème. Donc en conclusion, le secteur privé a certainement un rôle. Oui, parce qu'il faut augmenter, comme je dis, l'assiette des vaccinateurs. En France, on a augmenté, par force parce qu'on avait de moins en moins de médecins, mais les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières. Et ça augmente le nombre de personnes pouvant être vaccinées. Mais ça augmente aussi le nombre de personnes qui sont concernées par la maladie, qui sont concernées pour l'information concernant cette maladie et donc le vaccin, et qui sont capables de transmettre à la population les bonnes informations, et ça évite les rumeurs dont on a parlé. Alors il faut effectivement surmonter beaucoup d'obstacles, comme on vient de dire, mais cette collaboration avec les autorités sanitaires, elle est fondamentale. Si on veut avoir véritablement une efficacité à court terme, avec les objectifs de l'OMS, il faut qu'il y ait des taux de couverture vaccinale qui dépassent les 90%. Donc tout le monde doit se mettre dans l'ordre de marche. Et je vous dis, l'étape d'après, ce qui vous concerne, ce sera la vaccination du garçon. Mais vous avez compris que ça va être encore un chantier. Je vous remercie.